Bonjour à toutes et tous, bonjour Florent Salut Pierre, bonjour à tous. et bienvenue dans ce premier webinaire du printemps de la formation. Aujourd'hui, on va parler stratégie et pratique de formation sur tous les sujets qui sont à tendance en 2024. Avant qu'on démarre, je vais vous expliquer comment on va fonctionner et pour ce webinaire et dans le cadre du printemps de la formation. Alors tout d'abord, on utilise un outil qui s'appelle Livestorm. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous aurez remarqué que à chaque fois, vous allez avoir un email avec un lien unique de connexion. Donc c'est pas le même lien pour ce webinaire que pour les prochains webinaires. C'est comme ça que fonctionne l'outil. On va être ensemble avec Florent pendant 1 heure. Vous avez à droite de votre écran en bas un petit menu avec le chat pour discuter entre vous, un onglet questions qu'on va vous demander de réserver aux questions que vous voulez nous poser. Avec Florent, on prendra entre 10 et 15 minutes à la fin pour traiter les questions. Vu que vous êtes très nombreux à être inscrits et même à être déjà en live, là il y a déjà 400 personnes qui sont en live, on vous demandera de voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour nous aider à prioriser les questions les plus pertinentes pour vous. Et puis, évidemment, vous aurez accès au replay de ce webinaire et vous recevrez aussi les slides. Alors, vu que là, on est dans un événement où il y a plein de webinaires, pour vous aider à avoir les replays et les slides, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, en étant inscrit au printemps de la formation, vous recevrez à 18 h une newsletter complète sur la thématique du jour. Aujourd'hui, on est sur les tendances de la formation et donc vous recevrez dedans des témoignages. Les témoignages, ce sont des regards croisés de 4 responsables formation qu'on a interviewés qui sont, je vais reprendre pour ne pas me tromper sur leur prénom, Nolwenn Lejean, qui travaille dans l'équipe formation de AXA Climate, Jonathan Goldfarb, qui travaille dans l'équipe formation du groupe Synergie, qui est dans le secteur RH, Jonathan Potier, qui travaille dans l'équipe formation de AG6, qui est dans le secteur IT et conseil, et Karine Letellier, qui est dans l'équipe formation de Harmonie Mutuelle. Donc ces personnes, elles ont fait des interviews complètes avec moi et sur tous les sujets qu'on va aborder chaque jour du printemps de la formation. Et donc vous aurez le résultat de ces interviews en vidéo qui seront dans ces newsletters. Et vous aurez également des ressources des partenaires qui travaillent avec nous sur le printemps de la formation et qu'on a identifié aussi côté Youno qui vous permettent de faire une veille complète, parce que c'est ça la promesse de l'événement, vous proposer une veille complète sur la formation professionnelle. Sur les webinaires, vous avez 1 à 2 webinaires chaque jour. Pour rappel, il faut vous inscrire aux différents webinaires une fois que, lorsque vous inscrivez au printemps, si vous avez oublié de vous inscrire à tel ou tel webinaire qui reste dans la semaine, n'hésitez pas à faire une réponse à l'email de Youno ou à nous contacter. Vous aurez mon email à la fin pour être sûr de ne pas manquer les webinaires ou leur replay si vous n'êtes pas disponible. Et dans ce webinaire, comme dans les ressources, on vous partagera aussi les résultats d'une grande enquête puisque au sein des participants au printemps de la formation, alors là, j'ai plus le chiffre à jour, mais je pense qu'il y a environ 2500 inscrits. On vous a demandé de répondre à une grande enquête sur les tendances de la formation. Et parmi toutes vos réponses, on a 627 réponses qui sont suffisamment qualitatives pour nous donner un échantillon représentatif, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans des services RH ou formation et qui ont répondu à toute l'enquête. Donc c'est comme ça qu'on va objectiver les données que je vais vous partager côté Youno. Florent va vous expliquer lui comment est-ce qu'il vous partagera aussi d'autres données qui sont complémentaires. Et puis pour terminer sur la présentation, vu que c'est le premier webinaire, il faut que je vous explique tous ces éléments et après moi je vais me présenter Florent aussi. Sur les webinaires, vous avez 7 webinaires qui sont répartis sur la semaine. Donc le premier qui est maintenant, il y a un deuxième webinaire sur les stratégies formation qu'on fera avec Edflex qui aura lieu de 15 h à 16 h aujourd'hui et qui sera co-animé avec Carole Vendée qui est VP People et Impact chez Edflex et Déborah Georges qui est chargée RH chez Rijardin. Demain et après-demain, vous allez avoir des webinaires avec l'équipe Tomorrow Theory. Demain, de 11 h à 12h15, vous aurez un webinaire Soft Skills et Agentivité pour savoir comment s'adapter à un monde qui change trop vite, dans lequel je ferai juste une introduction et ensuite vous serez entre les mains de, si vous ne les connaissez pas déjà, Jérémy Lamry et Boris Sirbet qui sont des spécialistes de ce sujet. Et mercredi 10 avril, de 11 h à midi, vous aurez à nouveau un webinaire Tomorrow Theory, cette fois-ci pour vous aider à choisir le bon modèle d'IA et vous aurez des tests en live des meilleurs modèles d'IA qui vous seront présentés par Gaspard Tertré et Stéphanie Renverso. Et enfin, les 3 derniers webinaires auront lieu jeudi et vendredi. Jeudi sur la thématique de l'engagement des salariés en formation. Le matin à 11 h avec Karen Bernard de Spix,
Jérôme Pesanti de l'équipe formation de la Française des Jeux et moi. Et l'après-midi, à 15h, cette fois-ci d'un point de vue formateur et RH pour booster l'engagement des salariés en formation, avec Claire Chalmin de la communauté Un Vent Nouveau, Jade Attaoui de Skills HR et moi. Et puis on terminera vendredi avec un dernier webinaire à 11h, cette fois-ci avec Sabrina Dogados, qui est avocate au cabinet Littler France, et à nouveau Jade Attaoui de Skills HR et moi, sur les budgets, financement et la réglementation de la formation. Voilà pour le programme complet. Maintenant, on va s'atteler à notre sujet du jour, qui sont les stratégies et pratiques en formation en 2024. Et donc, pour faire ça, on ne sera pas trop de deux, avec Florent. Moi, je vais me présenter rapidement et puis je te laisserai la parole, Florent, avant qu'on annonce le plan du webinaire. Moi, je m'appelle Pierre Monclos. Ça va faire 11 ans que je suis chez Youno, où j'ai eu plusieurs métiers chez Youno, notamment j'ai été DRH et aujourd'hui, je me focalise sur le sujet qui m'a le plus passionné ces derniers temps, c'est-à-dire d'animer des formations et des conférences comme celle que vous êtes en train de suivre sur toutes les évolutions des RH et de la formation, et notamment, mais pas que, des impacts de l'intelligence artificielle. Et Youno, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça fait 11 ans qu'on est spécialiste de la formation à distance, accompagnée. Donc, toute la pédagogie qu'on travaille depuis 11 ans, elle est pensée pour développer des compétences à distance, soit dans des parcours mixtes, où vous mélangez du synchrone et de l'asynchrone, c'est-à-dire consulter des ressources, collaborer avec des personnes, être accompagné par un formateur, y compris dans des classes virtuelles, soit dans des parcours qui sont 100% live, qu'on nous demande et qu'on a développé depuis 3 ans, donc des durées de 2 à 9 heures, où c'est du 100% synchrone. Et ça, on le fait sur nos 10 gammes de formation, qui représentent environ 150 formations, et on le fait notamment sur les thématiques de management, de soft skills, c'est-à-dire l'efficacité professionnelle, et d'IA, puisqu'il y a 1 an, on a créé la première gamme de formation aux IA génératives. Je vous donnerai des exemples dans ce webinaire, donc je le détaille pas plus. Et je te passe la parole, Florent, pour que tu te présentes et que tu nous présentes Simbel. Merci Pierre. Donc moi c'est Florent, je suis responsable marketing chez Simbel. Ça fait 10 ans en fait moi que je suis dans le monde de la formation, puisque je suis formateur en parallèle de mes activités professionnelles. Donc c'était un peu naturellement que l'année dernière j'ai rejoint Simbel sur ces sujets de formation. Je pense que c'était un petit peu ma destinée de finir par travailler dans une entreprise du learning. Donc Simbel, c'est la solution tout en un pour gérer votre formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir tous les besoins en termes de gestion de la formation dans un seul et même outil. C'est-à-dire qu'on va vous permettre de gérer et automatiser votre plan de formation, ce qu'on appelle le TMS, de créer et de diffuser vos parcours de formation, on va appeler le LMS, et on va vous mettre à disposition un catalogue de formation dont la qualité est certifiée, et c'est ce qu'on appelle la marketplace. Donc, un peu plus globalement, Simbel, c'est une entreprise qui a été créée en 2021. On compte aujourd'hui 20 collaborateurs et 80 clients pour 80 000 utilisateurs. Vous voyez ici un certain nombre de logos. Sur ces 80 clients, on va retrouver des grands groupes du type le groupe Push, le groupe hôtelier Centaurus, ou des scale-up comme Blablacar ou Penny Lane. Je voulais prendre un petit instant pour revenir sur la raison d'être de Simbel. Le constat qui a été fait en 2021 lorsque Simbel a été créé, c'est que gérer un plan de formation, ça peut être complexe. Il y a des processus qui sont assez lourds à mettre en place pour les équipes RH, et finalement, on se retrouve avec des équipes RH qui vont gérer des tâches de saisie, de double saisie, qui sont chronophages, qui peuvent amener des erreurs, se retrouvent à gérer des informations dans une multitude d'outils, et finalement, ça rend tout ce process lourd et complexe, alors qu'on aimerait que les équipes RH puissent se consacrer au développement des compétences, puissent se consacrer à la gestion de leur budget, à l'optimisation de leur budget. Donc, nous, notre positionnement, c'est de se dire, on crée une plateforme tout en un de la gestion de la formation, je viens d'en parler, et surtout, on s'intègre dans votre écosystème RH. C'est-à-dire qu'on va s'intégrer avec votre SIRH. Comme ça, vous n'avez plus à dire, tiens, ce collaborateur vient de partir, ce collaborateur vient d'arriver, je dois le rentrer dans la plateforme. On va se connecter avec vos outils d'entretien d'évaluation. On sait que 71% des remontées de besoins de formation viennent des entretiens. Bien, nous, on va venir se plugger directement à votre outil d'entretien pour que vous n'ayez pas à ressaisir cette information. Et donc, toujours dans cette idée de se dire, on veut que les équipes RH puissent se consacrer aux tâches qui apportent le plus de valeur à leur entreprise et qui apportent le plus de valeur à la formation.
Ok, merci Florent. Alors pour ce webinaire, on va découper notre sujet de stratégie et pratique de formation en deux parties. D'abord, on va faire un exercice inédit dans le printemps de la formation. Merci Florent pour ça. C'est qu'en fait, vous avez travaillé pendant pas mal de temps, quelques semaines, pour regarder dans les 63 plans de formation que vous avez en base notamment, quels sont les chiffres les plus concrets sur tous les sujets. Les budgets, la satisfaction, les thématiques, la répartition. Donc, on va faire un zoom là-dessus et qu'on va croiser avec l'enquête qu'on fait dans le cadre du printemps pour essayer de vous donner les tendances et des premiers éléments de décryptage. Et puis, dans une deuxième partie, on regardera plus concrètement comment ça se passe dans les entreprises, dans leur mise en place de plans de formation. On reviendra sur des sujets parfois qui sont des évidences, mais qui sont bonnes à rappeler, et puis sur les tendances un peu nouvelles, et notamment liées à l'impact des IA génératives. C'est parti, je te donne la parole, Florent, pour qu'on commence notre première partie avec ce zoom sur 63 plans de formation de pas mal d'entreprises différentes. Oui, comme vient de le dire Pierre, ça a été un travail important de compiler toutes ces datas. Donc, merci aux équipes Simbel qui ont travaillé sur le sujet. On est hyper content de vous présenter ces chiffres. Donc, zoom sur 63 plans de formation. D'où proviennent ces 63 plans de formation? Eh bien, ce sont des entreprises avec lesquelles on travaille et des entreprises qui utilisent Simbel. Donc, on gérait leur plan de formation via Simbel. On a segmenté ici les tailles d'entreprise, les types d'entreprises. Donc, vous voyez ici que dans les tailles d'entreprise, eh bien, ce sont plutôt les entreprises entre 100 et 500 collaborateurs qui vont être le plus représentées. Mais on est quand même sur un panel assez large de 10 à plus de 1000 collaborateurs sur les entreprises du panel. Sur les types d'entreprises, on a voulu identifier les entreprises industrielles et non industrielles. Vous voyez ici que finalement, on a aussi identifié la tech parce qu'en fait, en analysant les chiffres, on s'est rendu compte que ce sont des entreprises qui présentaient des résultats différents de la catégorie non industrielle. Donc, on a voulu les identifier parce qu'on a considéré que c'était intéressant de vous présenter un certain nombre de résultats spécifiques sur la tech. Donc, premier chiffre. On est hyper content de ce chiffre parce qu'on 71% des collaborateurs formés en 2023. C'est-à-dire qu'on a presque 3 collaborateurs sur 4 en moyenne sur le panel qui ont été formés sur l'exercice 2023. Alors, évidemment, moi, je trouve que ce chiffre, il est élevé et il est hyper intéressant, mais il est peut-être aussi un petit peu biaisé parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui travaillent avec Simbel et donc qui utilisent un outil de gestion de la formation. Donc, par définition, elles ont une probabilité de réaliser des formations qui est un petit peu plus forte parce qu'elles sont équipées, parce qu'elles ont un outil et que cet outil va les aider à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, sans outil de gestion de la formation, on se rend compte que statistiquement, on est plutôt aux alentours de 30-35% de collaborateurs formés. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On avait fait, nous, une enquête avec BVA il y a 2 ans. Et côté collaborateurs, il y en avait plus d'1 sur 2 qui envisageaient de se former. Donc, c'était en 2021 et de se former chaque année. Et côté entreprise, ils reconnaissaient qu'ils avaient du mal à former en moyenne plus d'1 tiers. Donc, c'est exactement le chiffre que tu as donné. Plus d'1 tiers de leurs salariés à l'échelle de chaque année dans le cadre d'une vraie action de formation. Super, nos chiffres concordent, c'est parfait. On voulait souligner que dans ces formations réalisées, il y a quand même 12% de formations obligatoires. Alors, il n'y a pas toutes les entreprises qui vont avoir des formations obligatoires à réaliser, mais il y en a certaines qui vont devoir réaliser des formations d'hygiène, des formations de sécurité, et qui vont être du coup à recycler, des certifications qui vont être à recycler tous les ans. Ensuite, il y a une donnée qu'on trouvait intéressante de vous mentionner ici, c'est que 74% des femmes ont suivi au moins une formation l'année dernière, contre 69% des hommes. Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, cette statistique, elle s'est vérifiée sur l'ensemble des entreprises du panel. En fait, sur les 63 entreprises du panel, on a systématiquement un pourcentage de formation plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Alors, j'ai pas forcément d'éléments qui peuvent l'expliquer. Je ne sais pas si toi, Pierre, tu peux avoir des éléments, mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Alors non, vu que j'ai pas encore interviewé les personnes avec qui vous travaillez, moi j'observe juste que c'est quelque chose qui est très récent parce que avant
Et ça, c'est triste et je pense que c'est encore un phénomène qui dure, hein, il n'a pas disparu, mais les formations, elles étaient liées à des évolutions de carrière, et vu que les évolutions de carrière, elles étaient plus fortes et plus régulières chez les hommes, il y avait plus de formations chez les hommes. Et je pense qu'il y a deux phénomènes aujourd'hui. Déjà, on est en train de réétablir l'équilibre homme-femme, y compris dans les évolutions de carrière, donc ça a pu jouer. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de programmes spécifiques pour engager, y compris les femmes, à prendre en main leur formation ou autre, sans aller jusqu'à de la discrimination positive sur des places de formation, mais il y a beaucoup de démarches proactives. Donc j'ose espérer que c'est ça qui fait qu'on a alors soit plus d'inégalité dans l'exemple que tu nous donnes, soit une inégalité moins forte, parce que je pense qu'elle existe toujours à l'échelle nationale dans la formation. Après, au-delà, ce serait que des suppositions, donc je m'abstiens d'une analyse plus poussée. Super, merci Pierre. Chiffre suivant que je trouvais intéressant de vous partager, c'est que 65% des demandes de formation ont abouti à une formation. J'ai questionné sur la qualité de ce chiffre, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Puis finalement, en allant parler aux entreprises, en allant parler aux équipes RH, on se rend compte que finalement, c'est OK qu'on ne puisse pas accéder à toutes les demandes de formation. On en parlera tout à l'heure sur les bonnes pratiques pour mettre en place son plan, pour arbitrer les demandes. Et ce chiffre est intéressant parce qu'il est à peu près identique au chiffre de l'année dernière. Et le constat, c'est que bien, c'est pas une fatalité de ne pas accepter toutes les demandes de formation et qu'il y a un arbitrage à réaliser et que c'est finalement assez naturel. Ouais, j'ai un tout petit commentaire là-dessus, puisque souvent on se demande comment on fait pour augmenter quand c'est souhaitable, parce que c'est normal de ne pas répondre positivement à toutes les demandes de formation, mais augmenter au maximum le lien entre les demandes et le fait que ça aboutisse réellement à une formation. Vous découvrirez dans les témoignages du printemps que vous aurez dans ce soir les deux entreprises qui sont AXA Climate et AG6, qui eux ont fait des choix assez radicaux que je trouve inspirant, de dire désormais, ce sont les salariés qui vont choisir eux-mêmes leur formation, ils vont avoir un budget et il n'y a plus de validation RH et managériale. Et en fait, en faisant ça, évidemment qu'ils ont un taux de formation extrêmement élevé et un taux de présence en formation. Évidemment, c'est extrême, c'est pas transposable tel quel dans toutes les entreprises, mais si vous cherchez de l'inspiration pour sortir un petit peu des modèles classiques, je vous conseille de regarder ces deux témoignages. Ils en parleront plus en détail jeudi, puisque ce sera dans les questions liées à l'engagement en formation. Super. Et le dernier chiffre que je voulais vous partager ici, c'est le pourcentage de formation interne. Vous voyez qu'il est 35% en moyenne sur le panel. Il est en augmentation par rapport à l'année dernière. Alors l'année dernière, on n'avait pas constitué un baromètre aussi précis que cette année, mais on observe en tendance que c'est un pourcentage qui est en augmentation et qui est évidemment plus élevé pour les entreprises de plus de 1000 collaborateurs. Ce sont des entreprises qui ont souvent des ingénieurs pédagogiques en interne, qui ont la structure pour mettre en place des formations internes plus poussées. C'est vraiment intéressant dans un contexte de budget contraint de se dire que parfois on peut utiliser aussi de la ressource interne et que ça peut constituer des formations intéressantes. Et finalement, vous le voyez ici, plus d'un tiers des formations qui sont réalisées via de l'interne. Dans les grandes entreprises, là, on n'a jamais eu d'exception, nous, dans nos enquêtes. C'est toujours la première mesure qui est citée, internaliser la formation, quand on parle d'optimiser son budget formation. Si on zoome sur les formations réalisées, donc peut-être petite précision, dans les hard skills, on a mis les formations en management. Donc vous voyez qu'il y a 86% des formations qui sont en moyenne réalisées sur des hard skills. Ce chiffre monte même jusqu'à 92% dans le secteur industriel. C'est pas une donnée qui est plus surprenante que ça. Et si on regarde sur les soft skills, donc on est à 14%, et on se rend compte que l'écosystème de la tech va former un petit peu plus en proportion sur les soft skills que les autres catégories. Moi, ce que je trouve intéressant de souligner ici, c'est le taux de satisfaction. Alors, le taux de satisfaction ici, il a été mesuré sur la base des évaluations à chaud qui sont faites juste après la formation. Donc, on se rend compte que le ressenti du collaborateur à la fin d'une formation soft skills, on peut considérer qu'il est meilleur avec un taux de satisfaction de 9,2 face à 8,6 sur les hard skills. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on vous a pas mis la donnée là, puisqu'on n'a pas pu tout compiler.
mais on a aussi regardé les évaluations à froid, qui sont intéressantes parce qu'elles permettent un peu mieux de mesurer l'impact d'une formation. Et on se rend compte que cette tendance sur les soft skills qui vont être plus valorisées par les collaborateurs, elle se confirme aussi sur les évaluations à froid et on observe la même tendance. Donc, on a ce sentiment que du point de vue collaborateur, la formation soft skills, elle va avoir plus d'impact dans son quotidien que la formation hard skills. Je sais que Pierre, tu as aussi des éléments à nous partager sur cette thématique. Et oui, parce qu'en fait, pour essayer de croiser avec tes dit 63 entreprises, donc nous, on a fait une enquête en parallèle où j'ai pris un peu moins de la moitié des réponses, parce que j'ai juste pris les réponses qui me semblaient pertinentes, à savoir 627 réponses, donc je pense que ça représente environ 550 entreprises, parce que certaines personnes parfois étaient de la même entreprise, et sur les soft skills, sans inclure le management. Nous, on avait, parce que ça fait longtemps qu'on fait le printemps de la formation, dans notre première enquête, on était à un quart et déjà, les entreprises nous disaient, on va viser à terme un tiers, tant on a besoin de soft skills au regard des compétences techniques qui évoluent très vite et qui nécessitent d'avoir plus de soft skills pour s'adapter aux évolutions de son propre travail. En 2024, on est toujours aux alentours d'un tiers, donc on est à 35%, ce qui me semble, au regard des enjeux qu'il y a et de la durée de vie réduite des compétences techniques, un bon ratio. Mais là aussi, évidemment, quand on fait une enquête et que ce sont des personnes qui s'inscrivent à des événements UNO, nous, on est spécialistes des soft skills à la base, donc on travaille peut-être un petit peu, enfin, on a des enquêtes auprès d'entreprises qui sont peut-être un peu plus sensibles aux soft skills que la moyenne. Donc, si on devait imaginer un chiffre totalement objectif, peut-être qu'il serait autour de 25%, vu toi les chiffres que tu donnes. Ou, en tout cas, nous, quand on interroge nos clients, c'est toujours un tiers de soft skills. Et mon pari pour la suite, c'est que ça devrait vraiment tendre la moyenne nationale vers un tiers, parce que déjà avec tous les impacts des technologies, on était sur cette tendance-là. Avec l'impact des IA génératives, je pense que ça devrait s'accélérer, mais vous aurez Tomorrow Theory qui vous en reparlera dans un webinaire dédié demain. Ça, c'est sur la part des soft skills. Vu que vous aurez les slides, je ne vais pas commenter tous les résultats de l'enquête, mais retenez que les 4 soft skills les plus représentés sont la gestion du stress, la communication à l'oral, le feedback et le leadership. Et ce qui est intéressant à voir quand je suis allé poser des questions aux personnes qui avaient répondu ça, c'est que pourquoi le leadership continue de monter ? C'est parce qu'il est plus réservé qu'au manager. On considère que c'est une compétence transverse importante à détenir, peu importe le métier qu'on exerce ou ses responsabilités managériales. La gestion du stress, c'est un grand classique, mais vu que les programmes de QVT continuent, ils restent fortement représentés. Et communiquer à l'oral et feedback, dans une période où on est en contexte de travail hybride et où on a un enjeu à se dire les choses, y compris quand on n'est plus dans la même pièce, ça continue de soutenir ces 2 compétences notamment. Sachant que, ça s'est pas affiché sur la slide, c'est pas grave, mais on voit des progressions sur 4 compétences qui sont liées aux impacts des IA génératives, où les entreprises mettent un peu plus d'énergie sur l'esprit critique, la créativité, la résolution de problèmes complexes, et la prise de décision. Ce sont les 4 compétences qui montent notamment du fait de l'arrivée des IA génératives et donc les entreprises s'adaptent pour intégrer ces compétences dont ont un peu plus besoin les collaborateurs aujourd'hui et dont elles auront beaucoup plus besoin demain. Pour terminer, j'ai déjà un petit peu parlé là de la partie IA générative. Souvent quand je fais ça, les gens disent oui, mais nous on est un peu en retard sur les IA génératives. Alors je vous rassure, le phénomène est arrivé tellement vite et les offres de formation ont mis du temps à se constituer que j'ai fait le même sondage à main levée la semaine dernière à YouSpring et c'était exactement les mêmes ratios. On a 80% des entreprises dans lesquelles les plans de formation ne contiennent aucune formation ou très peu de formation sur l'IA et les IA génératives. On a 18% une place moyenne, donc ça ce sont les entreprises pionnières qui ont déjà pris les devants, mais qui n'ont pas encore tout fait. Et puis pour 5%, c'est une place importante, c'est-à-dire plus d'une action de formation sur 5. Mais je pense que peut-être ce chiffre, il est un peu surreprésenté. J'imagine la moyenne nationale, c'est plus 2 ou 3% qui en sont une place importante. Pour vous détailler rapidement, alors je regarde l'heure juste pour qu'on respecte bien le timing. Je vais accélérer un tout petit peu. Je vais afficher la slide avec tous les éléments. Là, cette slide, c'est le décryptage qu'on a des plans de formation juste pour intégrer l'impact des IA génératives. Est-ce que
les entreprises mettent en place des actions de sensibilisation, de communication, d'acculturation ou de formation et de développement des compétences. Et on a découpé ça en 3 parties. La première partie, qui est pas toujours dans les plans de formation, est destinée à faire connaître aux salariés les règles d'usage ou non de l'IA générative, qu'est-ce que l'IA générative et quels sont les outils qu'on peut utiliser dans l'entreprise. Donc les chartes, notes internes et communication, là on n'est pas du tout dans le plan de formation, mais ça ne veut pas dire que ça ne relève pas de la responsabilité des équipes RH et formation. Et puis évidemment, on a des modules courts qui sont soit en asynchrone sous forme de micro-learning, soit en synchrone sous forme de masterclass pour toutes les populations, pour le CODIR. Nous, chez Youno, on déploie énormément de masterclass qui sont un peu souvent la première brique formation des acculturations aux IA génératives. Le deuxième niveau consiste à savoir bien exploiter les IA génératives. Là, je vous ai mis 3 exemples d'approches différentes qu'on déploie chez Youno, mais en général, on est souvent sur les fondamentaux des IA, un atelier focus sur une compétence ou un métier, ou du sur-mesure pour l'intégrer dans les process de l'entreprise. Et puis, le dernier niveau, c'est le niveau compétence appliquée à un métier ou un rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Manager à l'ère de l'IA, être chef de projet à l'ère de l'IA, les soft skills, je vous en ai parlé, ou exercer tel ou tel métier à l'ère de l'IA. Et donc là, on est dans des formations un peu plus longues, mais on n'est pas encore dans des parcours de 50 heures ou autre. On reste sur des formations plutôt courtes, de 2, 3, 4, 5 jours. Il y a rarement plus parce qu'on en est au tout début des IA génératives. Ça, c'est pour vous donner de la matière concrète et structurée. Et je te repasse la parole, Florent. Merci. Donc, on a parlé des formations qui étaient réalisées. Maintenant, on s'intéresse au format de ces formations. Et vous voyez qu'on se rend compte que 68% des formations sont réalisées en présentiel, face à 32% en ligne blended. Ce qui est intéressant, si on regarde la répartition par industrie, c'est que pour les entreprises de la tech, il y a 57% des formations qui sont réalisées en ligne. Donc, on est sur un ratio qui est complètement différent, avec des formations en ligne, en fait, qui représentent plus de la moitié des formations. Si, comme tout à l'heure, on regarde le taux de satisfaction, il est calculé de la même manière sur les évaluations à chaud, et on se rend compte que sur les formations en présentiel, on a un meilleur taux de satisfaction par rapport aux formations en ligne. En fait, on se rend compte que les collaborateurs aiment bien le format de la formation en présentiel, aiment bien la capacité d'échange, de pouvoir échanger avec les autres, avec l'intervenant en physique, mais aussi avec les autres participants de la formation. Et à une époque où, avec le Covid, on imaginait qu'on allait plutôt basculer majoritairement sur de la formation en ligne, on se rend compte que la formation en présentiel fait de la résistance et reste quand même majoritaire sur les formations qui sont réalisées. Je pense qu'il y a quand même aussi un élément important à souligner pour les entreprises, c'est qu'en fait, les formations en ligne, elles sont quand même beaucoup moins chères. Généralement, on considère qu'une formation en ligne, elle va être 2 à 5 fois moins chère que la formation en présentiel. Donc, je pense que c'est aussi à intégrer sur cette analyse. Les collaborateurs vont préférer la formation en présentiel, mais la formation en ligne va quand même coûter moins cher. Donc, difficulté de plus au niveau des équipes RH pour arbitrer entre ces 2 formats. Là, tu vois, on fait globalement le même constat, c'est que le présentiel, ou moi aussi, je pensais qu'il y aura un équilibre. Tu vois, un tiers présentiel, un tiers en ligne, un tiers blended. Beaucoup de responsables formation nous disaient que c'était ce qu'ils visaient pendant le Covid. Et en fait, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est loin du Covid. Nous, on reste sur une tendance similaire à celle que tu décris, qui a 51% de pur présentiel. Donc là, dans les 500 entreprises représentées dans notre enquête, 31% de 100% distanciel et 18% de mixte. Je vous ai mis les évolutions. Le 100% distanciel, il reste équivalent à l'an dernier. Légère baisse du pur présentiel, mais pas suffisamment significatif pour qu'on puisse en déduire quoi que ce soit. Et si on décrypte le volet distanciel dont on est spécialiste, nous, chez Youno, là aussi, les chiffres restent à peu près identiques. La seule évolution qu'on note, c'est sur le 100% synchrone qui continue à prendre petit à petit. Il y a eu un pic pendant le Covid et on reste assez attiré par les dispositifs 100% synchrones, le tout sur des formats qui sont de plus en plus courts. Vu qu'il y a plus de formations aujourd'hui qui sont proposées aux salariés, en général, les entreprises cherchent des formats plus courts pour qu'un salarié puisse suivre parfois 2 ou 3 formations dans une même année, plutôt qu'un très long parcours sur un seul sujet. Et quand j'ai posé la question, donc là, c'est pas dans l'enquête, mais dans les interviews que je fais aux responsables formation, y compris les interviews des regards croisés que vous aurez en vidéo dans le printemps, j'ai dit,
pour vous, dans votre vision, c'est quoi une bonne formation? Qu'est-ce qu'ils attendent les salariés pour dire que ce sera une bonne formation? Systématiquement, j'ai 3 ingrédients qui ressortent. Il faut que ce soit utile et que ça sert à quelque chose. On a parfois encore des formations dont les salariés n'arrivent pas à faire le lien direct avec leur évolution de carrière ou leur quotidien. Il faut qu'il y ait la mise en pratique. C'est fini les formations théoriques, c'est d'un autre temps. Et chacun l'a dit avec son mot, il faut que ce soit ludique. À chaque fois, on me dit, si on ne prend pas de plaisir dans une formation, ce ne sera pas considéré comme une bonne formation. Donc, ça devient un de nos soucis. Il ne faut pas faire juste des formations fun pour le principe, mais il faut que les apprenants prennent du plaisir pour qu'ils considèrent que ce soit une bonne formation. Et on n'aura pas le temps de détailler ça, mais c'est l'un des mécanismes d'apprentissage de base repose sur le plaisir, donc c'est pas illogique. Pour terminer, moi, de mon côté, sur cette partie, je voulais juste vous parler d'un podium des enjeux par rapport à la formation digitale. Toi, tu disais, Florent, par rapport au prix, effectivement, réduire les coûts, c'est pour la moitié des entreprises un des principaux enjeux de la formation digitale. Mais reste en tête, et il a été dès le début, donc dès 2018, quand on commençait à faire ce sondage, permettre de se former à son rythme. Et puis, alors ça monte. Là, c'était l'inverse, optimiser l'efficacité des formations. C'était rarement un enjeu au début de recourir à la formation digitale. Et là, il arrive enfin sur le podium. Donc, pour vous donner un peu des ordres de grandeur de pourquoi les entreprises recourent à la formation digitale. Ensuite, on voulait vous parler un petit peu du budget, évidemment, qui est une composante importante d'un plan de formation. Et le budget moyen sur notre panel par employé, il est de 540 euros. On voit ici que ces 540 euros, c'est compris les financements OPCO. C'est-à-dire que je serais à un niveau moins si je regardais le niveau vraiment injecté par l'entreprise pour chaque collaborateur. Donc on est à 550 euros. Vous voyez que si je regarde par industrie, dans les entreprises non industrielles, on va avoir un montant moyen par collaborateur qui est plus important. C'est notamment lié au fait, et je ne l'ai pas précisé au début, que dans les entreprises non industrielles, on va avoir des entreprises dans le secteur de la banque, de l'assurance, qui ont en fait un volume de formation obligatoire pour chaque collaborateur qui est conséquent chaque année. Donc forcément, on va avoir un budget plus important parce qu'on a déjà, avant même d'avoir commencé le plan de formation, une contrainte liée à ces formations obligatoires. Si je regarde sur les tailles d'entreprise, je me rends compte qu'on oscille entre 300 et 600 euros. Donc, proche du niveau moyen. Si on regarde ensuite les financements OPCO, alors j'ai vu passer des questions sur les financements CPF. Nous, on n'a pas l'information sur les financements CPF, donc en fait, ils ne figurent pas là sur cette analyse. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une formation dans mon plan. S'il a été financé par le CPF, j'ai pas l'information, donc je considère qu'il n'est pas financé. Donc c'est important de le souligner. Donc ici, on a vraiment que les financements OPCO, et donc un budget en moyenne, on a 17% de financement OPCO. Si je regarde dans mon panel, en fait, j'ai 50% des entreprises qui sont allées chercher des financements OPCO et 50% qui ne sont pas allés en chercher. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que sur les entreprises de moins de 50 collaborateurs, qui sont censées être soutenues par l'OPCO, en fait, on se rend compte qu'elles font très peu les démarches d'aller chercher ces financements. Peut-être parce que leur budget est plus petit et qu'elles n'ont pas le temps à passer sur ce sujet-là. En tout cas, c'est intéressant de le souligner, là où on pourrait se dire qu'on aurait un montant de financement assez important, mais finalement, c'est pas tellement le cas. Et on va le retrouver sur les 50-200 avec déjà un volume plus important de financement OPCO. Et ça, c'est super, hein. C'est une information qui est difficile à avoir, ces budgets moyens. J'ai souvent la question, donc c'est vraiment bien que vous ayez pu le sortir. Et ça me semble assez cohérent. Moi, je suis dans pas mal de groupes de RH où de temps en temps, il y en a qui posent la question et qui partagent. Et souvent, c'est autour de 500 euros. Je pense vraiment que c'est représentatif de ce qui se passe dans toutes les entreprises françaises. Merci pour ça, Florent. Et du coup, on voulait en profiter pour vous parler des financements disponibles en 2024, même s'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Toujours ces financements OPCO. Nous, on a toujours un petit peu la même démarche sur les financements OPCO, c'est de vous dire que l'OPCO, il est là pour vous financer, mais il est aussi là pour vous accompagner et vous conseiller. Donc, dès lors que vous construisez votre plan de formation, je pense que c'est intéressant de se rapprocher de votre OPCO, de savoir ce qui se fait, de savoir quelles sont les nouveautés. En fonction des branches, il peut y avoir des propositions qui sont différentes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre OPCO, au moins
pour présenter votre plan, pour échanger, voir s'il y a des choses à faire et s'il y a des financements à obtenir. Et autre information importante, le FNE, ce sera peut-être la dernière année, donc profitons-en. Il fallait déposer les dossiers entre mi-février et ce début mars. Et autre information, les formations, elles sont à réaliser entre le 5 juillet de l'année dernière et le 31 mars 2025. Il me semble qu'au début, c'était le 31-12 2024. On a gagné 3 mois pour réaliser les formations. Donc il faut en profiter. Ouais, souvent c'est étalé. J'ai 2 commentaires pour terminer là-dessus. Sur les financements OPCO, souvent il y a des entreprises qui disent ah ben oui, mais moi je suis un plus de 50, j'ai pas droit à quoi que ce soit. Non, non, même des très grandes entreprises arrivent à avoir des financements parce que vous avez des financements qui peuvent être conventionnels, qui dépendent des branches, qui peuvent dépendre de la taille parfois juste de vos établissements. Donc souvent c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'où l'intérêt, comme le disait Florent, d'aller solliciter son OPCO pour savoir ce à quoi on a droit, même si on est une entreprise de plus de 50. Et sur le FNE, donc là, j'imagine qu'on l'apprendra dans les prochains jours et on en reparlera vendredi, mais cette année, il y a à nouveau des budgets qui sont alloués et les OPCO devraient être autorisés à attribuer du financement FNE pour vos projets d'ici peu. Normalement, les conventions, elles sont quasiment signées pour l'année en cours. Donc, en plus de ce que vous dit Florent, vous devriez pouvoir déposer de nouveaux dossiers. Et si on reste sur les mêmes critères, les critères principaux, c'est les métiers qui sont liés aux transformations les plus importantes, notamment la transition écologique et la transformation technologique qui intègrent les projets IA. On a beaucoup de projets IA qui ont été financés via le FNE Formation et je pense que ça va continuer cette année. Florent, on a fait le tour des premiers décryptages de tous ces chiffres pour cette première partie. Ça a pris un peu plus de temps que ce que j'avais estimé, donc je serai plus synthétique sur la deuxième partie. Comme on vous dit, votez pour les questions. Florent a déjà répondu en filigrane à 2 ou 3 pour qu'on puisse garder du temps pour vos questions. Et puis, on va passer cette fois-ci à la partie comment est-ce qu'on met en place son plan de formation et de regarder quelles sont les stratégies et bonnes pratiques qui ont l'air les plus transposables à toutes les entreprises. Et pour commencer à faire ça, on va commencer en parlant d'outils. Et donc, je vais lancer un premier sondage, déjà pour savoir, en gros, est-ce que vous avez déjà un outil pour gérer la formation ou est-ce que vous gérez ça à la main? Alors, souvent, c'est Excel. Attendez, donnez-moi juste une seconde. Je change l'ordinateur pour vous lancer le sondage. Alors... Eh bien non, il est en brouillon. Il est en brouillon. Publier le sondage. Voilà, normalement, il devrait s'afficher. Donc, est-ce que vous avez un outil? Si vous avez Excel, on ne considère pas que c'est un outil. Donc, dans ce cas-là, il faut plutôt répondre non. Ou si vous comptez, vous outiller bientôt. Pour voir, je pense que si on avait posé cette question il y a 10 ans, on aurait eu 10% de oui. Grand maximum. Là, à mon avis... Et si vous cliquez sur l'onglet sondage, donc en bas à droite, vous pouvez voir les résultats en live. Ah non, on a à peu près moitié-moitié. Sachant que dans le printemps de la formation, on a toutes les tailles d'entreprises qui sont représentées. Un commentaire, Florent, là-dessus? Comme tu dis, c'est quelque chose qu'on voit évoluer. Il y a quelques années, l'outil de gestion de la formation était pas prioritaire pour les équipes RH. Il y avait d'autres équipements à mettre en place. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai enjeu à simplifier les tâches de gestion de la formation. Et c'est vrai que nous, dans les échanges qu'on peut avoir avec différentes entreprises de toute taille, de tout secteur, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus de besoins à ce niveau-là. Et on en parlera après aussi, ce besoin d'intégration avec l'écosystème RH et les autres outils. Donc, ouais, on est à peu près 47% de oui, 44% de non, et 9% de non, mais je compte m'outiller bientôt. Et alors, deuxième sondage, pour voir, alors, soit vous comptez vous outiller, parce que vous n'êtes pas outillé aujourd'hui, soit vous êtes déjà outillé. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous faites appel à un outil? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. Donc, est-ce que c'est pour gérer et automatiser le plan de formation? Auquel cas c'est un TMS comme l'expliquait Florent. Est-ce que c'est pour créer et diffuser des formations internes en quelques clics via un LMS? Et ou est-ce que c'est pour accéder à un catalogue de formation, une marketplace et idéalement de qualité certifiée comme ce que tu proposes
Alors là, j'ai pas trop d'historique sur le détail de ça, donc je suis assez curieux de voir les votes qui vont sortir. Pareil, vous avez un onglet à droite où vous pouvez voir en live les réponses. Ah bah c'est intéressant. Moi j'aurais dit que le LMS arrivait en premier lieu pour créer et diffuser ces formations. Et en fait, on est loin devant à la partie gérer et automatiser le plan de formation. Ce qui est très bien, je trouve que c'est une évolution souhaitable, mais j'aurais pas pensé qu'on aurait déjà ce ratio. Et la marketplace qui arrive ensuite. Est-ce que tu as un commentaire, Florent, sur ces chiffres, ou est-ce qu'on passe au plan de formation? Non, je pense on peut avancer. J'étais curieux justement de voir les résultats que je trouve intéressants, mais pas de commentaires. Ok. Donc, bonne pratique de mise en place d'un plan de formation, mais déjà ici, on vous a mis un petit peu un calendrier. Alors évidemment, chacun va avoir son propre calendrier et ses propres dates, mais les étapes restent souvent les mêmes. Étape 1, évidemment, recueillir les besoins de formation. Ensuite, il va falloir arbitrer ces demandes, notamment en fonction d'un budget qui est souvent contraint et qui est souvent limité. Ensuite, on va retrouver des étapes de lancement des formations, mais aussi de suivi de la réalisation de son plan de formation, pour en fin d'année pouvoir analyser ce qui a été réalisé et en analyser des résultats, et en parallèle commencer à préparer l'année N+1, évidemment, puisque ce sont des choses qu'on prépare en amont de l'année. Si je regarde un petit peu dans le détail, il y a un truc qui est intéressant sur le recueil des besoins, c'est qu'avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on se rend compte qu'on a très souvent les 3 mêmes sources de besoins. Le premier, évidemment, c'est le remonter des employés ou des managers. C'est quelque chose qui se fait souvent via les entretiens d'évaluation. J'ai donné ce chiffre tout à l'heure, 71% de ces remontées de besoins se font via les entretiens d'évaluation. Mais on va aussi retrouver, et c'est intéressant parce que Pierre parlait de l'IA tout à l'heure et du fait que certaines entreprises voulaient particulièrement former leurs collaborateurs à l'IA, ben, on va retrouver les formations stratégiques top-down d'une entreprise qui se dit, bah, tiens, on a des vrais sujets IA, il va falloir former nos collaborateurs. Des entreprises qui se disent, on va structurer du management intermédiaire, il va falloir former des profils un peu plus juniors à du management. On est sur des stratégies de formation, des formations stratégiques, pardon, et évidemment les formations obligatoires. On parlait tout à l'heure d'hygiène, de sécurité. Ben, il y a des secteurs en fait où les collaborateurs, on est obligé de les former chaque année, sans quoi ils ne peuvent pas travailler. Donc ça, déjà, il va falloir l'intégrer de base dans le plan de formation, et on se soumet soit à être dans l'illégalité, soit à avoir des problèmes réglementaires si on ne le fait pas. Donc, nous, on trouve quasiment tout le temps ces 3 sources. Et le point que je voulais notifier ici, c'est qu'on parlait d'outils. Ben, l'intégration entre les outils, elle est hyper importante parce que je parlais de double saisie au début de mon propos. Mais en fait, si les besoins de formation ils sont remontés via un entretien d'évaluation, j'ai pas envie d'aller regarder tous les entretiens pour reporter dans un outil de gestion de la formation tous mes besoins. Il faut que ce soit fait automatiquement. Et donc ça, c'est vraiment un élément, nous, qu'on considère comme important. C'est cette intégration entre les outils qui va vraiment venir nous simplifier la vie. Si on regarde, et je vais passer assez vite parce que Pierre le disait, on a pris un petit peu de retard si on veut garder du temps pour les questions. Il y a un autre élément qui est important, et on parlait de formation interne tout à l'heure, c'est que souvent on va avoir des demandes de formation qui sont parfois très spécifiques à notre entreprise, sur des process, sur des outils internes. Eh bien, c'est important de pouvoir mettre en place ce que nous, on appelle son académie de formation. C'est en fait un parcours de formation interne, et de se dire, mais en fait, j'ai des ressources internes un petit peu partout, peut-être sur un PowerPoint, peut-être sur une page Notion, peut-être ailleurs, mais je vais essayer de constituer un programme de formation interne, un parcours, et ça va me permettre de couvrir un certain nombre de thématiques que je suis pas capable de couvrir via de la formation externe. Et vous voyez, ce qui est aussi bien quand on crée son académie, c'est qu'on peut aussi faire quelque chose d'assez mixte et de se dire, en fait, je vais intégrer du contenu interne, mais je vais aussi intégrer du contenu externe. Et puis, il va y avoir une formation qui est réalisée par un organisme externe. Donc ça, nous, on considère que c'est vraiment important et c'est vraiment une clé pour pouvoir maîtriser son budget et être sûr de former ses collaborateurs de la meilleure des manières. Évidemment, ça répond pas à toutes les problématiques, mais au moins à certaines d'entre elles. Si ensuite on repasse sur la partie arbitrage, donc on l'a dit tout à l'heure, des besoins de formation qui vont remonter via différentes sources. Donc pour
pouvoir arbitrer, il faut quand même avoir bien fixé ses priorités stratégiques avant même d'arbitrer pour donner une direction et se donner une stratégie d'arbitrage. Nous, l'étape qu'on considère aussi comme primordiale, c'est évidemment de responsabiliser les managers. Ce sont les mieux placés pour savoir si d'un point de vue métier ou même d'un point de vue soft skills, il y a des besoins et quel va être l'impact de ces formations. Donc, il y a vraiment une importance de se dire, la formation, c'est pas uniquement l'histoire des équipes RH. Le manager, il doit être pleinement impliqué. Et évidemment, toujours le même sujet, ce sont les équipes RH qui vont fixer le cadre. Et ça, c'est primordial. Pas le manager qui décide tout seul. Donc souvent, c'est quand même l'équipe RH qui va avoir le dernier mot, qui va vérifier que d'un point de vue budget, ça match, qui sur les formations obligatoires va vérifier qu'on est bien dans la légalité et qu'on aura bien la certification avec la bonne formation. Ça, c'est capital. Si on enchaîne rapidement sur le lancement du plan de formation, ici, moi, je considère que ça, c'est un truc qu'on aime bien mettre en avant, c'est que la gestion de la formation, elle doit être collaborative. Et je viens d'en parler, le fait d'impliquer les managers, il faut qu'on soit en capacité d'échanger entre la personne qui souhaite être formée, le manager, l'équipe RH, éventuellement le formateur. Pour ça, c'est important aussi de désigner des référents formation au sein de l'entreprise. Ça peut être les managers, mais ça peut être d'autres personnes. Et autre point, moi je trouve primordial, c'est en fait avant de lancer une formation, c'est de se créer un petit peu une to-do list. Parce qu'en fait, souvent on lance la formation et on finit par oublier à la fin de la formation qu'il faut lancer une enquête de satisfaction, à chaud, à froid, et on se retrouve quelques mois plus tard à dire bon bah en fait cette formation, j'ai beaucoup de mal à en mesurer l'impact. Donc nous on trouve ça bien de se dire bon je lance une formation, bah, quels sont mes prérequis, quelle est ma to-do list, je me fixe des dates, je sais qui est référent et j'essaye d'avancer de cette manière-là. Et dernière étape, où vous, vous voyez déjà les éléments sur la slide, hein, c'est le suivi et l'analyse. Évidemment, comme tout projet, il faut le suivre, il faut vérifier qu'on ne dépasse pas le budget, il faut vérifier qu'on réalise bien les formations, il faut vérifier qu'on est bien conforme. Je parlais des formations obligatoires tout à l'heure notamment, mais aussi du fait de s'assurer que les collaborateurs suivent les formations à intervalles réguliers. Et évidemment, j'en parlais, optimisation du budget. Donc, je suis passé assez vite sur cette partie-là, mais vous avez les slides. J'ai envie qu'on pense, Pierre et moi, qu'on puisse répondre un peu à vos questions après. Donc, Ouais, c'est ça. Tu as montré les éléments importants à mettre en termes de data et de gestion de projet qui sont pas optionnels pour bien gérer la formation. Moi, pour terminer, 3 points. Le premier, c'est quel est votre point de vue sur vos enjeux côté formation du fait de la transformation IA. Le podium des 3 enjeux qui remontent dans les différentes enquêtes qu'on fait, dont celle du printemps de la formation. Premier enjeu, c'est de vous permettre d'améliorer la conception interne de vos formations, faire au moins aussi bien, beaucoup plus vite pour beaucoup moins cher, repenser votre propre métier formation et former les équipes. Ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est le premier point, c'était pour vous montrer comment vous percevez l'évolution de vos enjeux à cette ère-là. Ça te va, Florent? On va sauter ce sondage pour gagner un tout petit peu de temps. Pour finir en prenant un tout petit peu plus de recul sur est-ce que votre stratégie globale et votre stratégie formation, elle est bien liée à l'évolution des compétences et des métiers à l'ère de l'IA. Je vais vous proposer 3 questions et une checklist. Est-ce que l'évolution des compétences et des métiers avec l'IA est intégrée dans vos négociations de la gestion des emplois et des parcours professionnels? Aujourd'hui, c'est très peu le cas. La semaine dernière, sur 80 personnes dans une conférence, il y a 3 personnes qui ont levé la main. Est-ce que c'est intégré dans les people review, les strategic workforce planning pour analyser ce qu'on a et ce dont on aura besoin demain en termes de compétences? Là, c'est encore rare aussi. Et est-ce qu'il y a bien une brique formation et gestion des talents dans le plan de transformation IA de l'entreprise? C'est les questions à vous poser. Je n'amène pas de réponse. Et puis là, vous avez, alors une checklist, c'est un bien grand mot, mais pour vérifier que votre stratégie formation elle est à jour de l'impact de l'IA, est-ce que vous souciez bien d'accompagner l'évolution du travail au regard des impacts de l'IA? Est-ce que vous avez des actions précises qui servent à préserver l'employabilité des collaborateurs au regard des impacts de l'IA? Est-ce que vous avez commencé à sensibiliser aux risques et aux usages? Sinon, il faut le faire dès cette année. Est-ce que vous gérez bien l'évolution des compétences et des métiers? Est-ce que vous accompagnez la transformation? Donc ça vous permettra de réinterroger éventuellement votre stratégie. Et puis, on va passer à la partie questions-réponses. En attendant qu'on commence, vous pouvez voter à droite. Je vais lancer un sondage pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Simbel que vous a présenté Florent.
Si vous cliquez sur oui, ça vous permettra d'être recontacté par l'équipe de Simbel pour assister à une démo. Je vais lancer le sondage, donnez-moi juste une seconde. Voilà, publier le sondage. Et donc, à droite de votre écran, une fois que vous aurez voté, vous avez donc l'onglet questions. Et nous, on va trier par vote. Et je vois, je ne sais pas si tu vois, Florent, les premières questions sont notamment pour toi sur le fameux montant qui intéresse sans surprise tout le monde, le montant moyen de 500 € par employé. Est-ce que tu as aussi l'information sur le nombre de jours que ça représente par employé par an? Non, alors on n'a pas mesuré le nombre de jours ou le nombre d'heures de formation. Euh, c'est peut-être juste pour préciser ce chiffre-là. Donc 540 euros, c'est sur l'ensemble des collaborateurs. Ce ne sont pas uniquement sur les collaborateurs formés. Donc je vous le disais tout à l'heure, 71% des collaborateurs ont été formés. Ça veut dire que si je regardais le budget par collaborateur formé, on serait peut-être plutôt à 700 qu'à 540. 540, c'est vraiment le chiffre sur 100%. Donc en gros, on a fait un calcul assez simple. On est allé prendre la totalité du budget dépensé qu'on a divisé par le nombre d'employés de l'entreprise. Ok, bon, précision importante. Alors, dans les votes, il y a Jérôme qui demande est-ce qu'on voit une évolution sur les thématiques des formations en management et les plus plébiscitées, et est-ce qu'elles sont externalisées ou en interne, et quels types d'entreprises sont les plus demandeuses? Alors, est-ce que toi, tu as des éléments là-dessus, Florent? Alors nous, ce qu'on observe là-dessus, c'est que c'est généralement des formations qui sont réalisées en externe. On a assez peu de formations de management en interne. On voit des profils de plus en plus juniors, notamment dans l'écosystème de la tech, où on a des gens qui ont peut-être 1 an et demi, 2 ans d'expérience, qui vont faire des formations de management. Donc on a vu un peu apparaître ce type de formation sur ce public-là, donc un petit peu plus jeune. Et c'est des formations, comme je l'ai dit, qui sont plutôt réalisées en externe. Pierre, je ne sais pas si toi, tu as des infos sur le sujet. Oui, et je suis en train de les réafficher parce qu'on avait fait des conférences là-dessus, comme ça je pourrais vous donner un chiffre à jour sur les formations, justement comment est-ce que les entreprises optimisaient leur budget, et dans les mesures qu'elles citent en premier, on externalise les formations aux compétences transverses, et dedans il y a soft skills et management, et les formations aux outils digitaux. Donc ça rejoint ce que tu dis, je pense que c'est un peu plus souvent en externe, mais j'ai des contre-exemples qui sont intéressants à décrire. C'est les entreprises qui veulent que les formations managériales soient très ancrées dans la culture de l'entreprise. Et donc, il y a, je ne saurais pas les quantifier, mais quand même pas mal d'entreprises, dont des grandes entreprises, dont ce que j'ai en tête, est-ce que j'ai au moins un exemple à vous donner là à chaud? Chez Alstef, j'avais travaillé avec Oriane Orolski, qui est la responsable du training center, où ils font leur formation managériale. Ils font quasiment tout en interne, même s'il y a des éléments de management générique qu'on pourrait trouver dans un organisme externe, pour être sûr que ce soit très fidèle à leur manière de fonctionner, leur culture, leurs process, leurs outils ou autres. Pour eux, c'est tellement stratégique qu'ils préfèrent l'internaliser, quitte à avoir de temps en temps quelques formateurs qui viennent de l'externe sur des sujets un peu plus génériques. Bon, c'est pas la majorité, mais ça veut dire que ça peut quand même présenter un intérêt. Et sur les thématiques des formations en management les plus plébiscitées, le seul élément que j'ai, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la montée en puissance du feedback. Ça a commencé en 2019, mais ça ne s'arrête pas. C'est vraiment une thématique qui reste extrêmement demandée pour les managers. Ensuite, on a une question. Alors, on parle beaucoup de plans de formation. Est-ce qu'on observe une bascule vers une logique de développement de compétences ou pas du tout? Ben là, je veux bien commencer à répondre. En fait, alors moi, je parle de plan de formation. C'est juste l'habitude de parler de plan de formation et c'est plus court. Mais en fait, je parle bien de plan de développement des compétences. Et oui, j'observe une bascule et pas du tout timide. C'est vrai que là, on a parlé d'actions assez classiques, mais ce serait l'objet d'un autre webinaire, notamment autour de l'entreprise apprenante. Il y a énormément d'actions qui ne sont pas des actions de formation traditionnelles et qu'on retrouve dans le plan de développement des compétences, qui pour moi montrent que la bascule, elle est déjà faite depuis 2, 3, 4 ans, je dirais, à chaud. Alors, sauf si Florent, tu as un commentaire, je regarde les autres questions.
Je suis d'accord sur l'abus de langage. En tout cas, effectivement, c'est vrai qu'on utilise encore le terme plan de formation, alors qu'en fait, à proprement dit, on ne parle pas uniquement de plan de formation. Il y a Henri Kessy qui demande quels critères tu utilises pour différencier une formation obligatoire et non obligatoire. Les formations obligatoires, nous, c'est les formations que si le collaborateur ne réalise pas la formation, on n'est plus dans la légalité. Donc, on va prendre un exemple. Je travaille dans un hôtel, j'ai des formations hygiène à faire tous les ans, sinon ou tous les 2 ans, je sais plus. Si je ne fais pas la formation, je ne peux pas exercer mon métier. Donc, ce qu'on considère comme une formation obligatoire, c'est une formation qui vous empêche de réaliser votre travail et qui met votre entreprise dans l'illégalité si vous ne la réalisez pas. Ok, très clair. Il y a Isabelle qui demande comment est-ce qu'on explique que le blended ne décolle pas. Alors le blended, c'est vrai que je crois il y a 3 ans dans le printemps de la formation, on donnait la parole à pas mal de témoignages d'entreprises dont je me faisais le relais qui disaient le blended c'est la modalité la plus efficace, ce sera un tiers de nos actions de formation à terme. Donc il y en aura autant que du présentiel ou que du 100% distanciel. Le blended, pour rappel, c'est une action de formation qui mélange du présentiel et du distanciel et parfois du synchrone et de l'asynchrone. Moi, je pense que ça décolle pas parce que ça demande plus de travail d'ingénierie pédagogique pour créer un parcours. C'est pas aussi simple que du 100% présentiel ou du 100% distanciel. Alors, du coup, c'est pas une raison souhaitable, mais je pense que c'est quand même la vraie raison pour laquelle c'est fait, parce que c'est beaucoup plus long à mettre en place. Et les équipes formation aujourd'hui, ce serait une question intéressante à poser pour les prochains sondages. Quand on leur demande est-ce que vous avez le temps de faire tout ce qu'on vous demande de faire dans le cadre de vos missions, moi je pense que 100% répondrait non. Les équipes formation sont déjà débordées. Donc le blended étant la partie la plus compliquée à construire, je pense que c'est pour ça que c'est sous-représenté, parce que c'est très bien perçu et à raison. Et après, peut-être que le retour en force du présentiel, qui est plus de la moitié des actions après le Covid, remplace des actions qui pourraient être en partie à distance, mais les services formation veulent que les équipes se retrouvent physiquement, tissent des liens. On parlait de réseau et tout dans les témoignages que vous aurez. Il y avait notamment sur le... je l'ai plus sous les yeux, c'est pas grave, mais je crois que c'est Karine Letellier, oui, c'est ça, chez Harmonie Mutuelle, qui disait l'importance du présentiel, c'est aussi pour que les personnes puissent, en plus de se retrouver, recréer du réseau en interne, ce qui est plus difficile à faire quand on est 100% à distance. Et ce poids du présentiel, à mon avis, appuie un peu sur la place qu'aurait le blended learning sinon en temps normal. Ouais, moi, je pense, peut-être pour rajouter, que je pense que le blended souffre aussi parfois d'un problème de définition, où nous, on regarde dans notre panel et parfois on voit que des formations ont été classées en présentiel ou classées en ligne, alors qu'en fait, on aurait aussi pu les considérer comme des formations blended. Donc, je pense ça modifierait pas fondamentalement les chiffres, mais je pense que le blended souffre aussi d'un problème de définition, où on va se dire, si c'est 80% présentiel, alors c'est du présentiel, si c'est 80% en ligne, alors c'est en ligne. C'est vrai, c'est vrai. On a une question pour citer des exemples d'outils pour gérer et automatiser le plan de formation. Alors peut-être tu peux le reformuler, Florent. On est d'accord que Simbel fait partie des outils qui permettent de gérer et d'automatiser tout ou partie du plan de formation. Oui, exactement. Le job de Simbel, c'est d'automatiser le plan de formation, c'est de couvrir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour la formation, que ce soit l'organisation du plan de formation, la construction de parcours interne, la mise à disposition d'une marketplace, et on s'intègre avec tous vos outils RH. Et c'est vraiment la spécificité de Simbel parce qu'on est les seuls à vraiment couvrir tout ce spectre. Ok. On arrive au terme, et je pense qu'on a encore le temps de jouer, qu'il y a encore beaucoup de monde connecté, parce que vous étiez 1900 inscrits pour ce matin. Sarah demande si on a des infos sur les actions de formation qui accompagnent les mobilités internes ou les reconversions, donc qui par définition sont des actions de formation plus longues. Est-ce que tu as des infos là-dessus dans tes plans de formation, Florent? Alors nous, on n'a pas mis le détail. Ça représente pas, dans notre panel, en tout cas, une part importante des formations qui sont réalisées. Pour donner du détail, nous, le panel, on a intégré donc sur ce qu'on appelle le plan de formation 2023, les formations qui ont été validées en 2023 et débutées en 2023. C'est-à-dire que si j'ai une action longue qui a été démarrée en amont, je ne l'ai pas comptabilisée dans mon panel. Par contre, si j'ai une action longue qui a été démarrée le 21 décembre 2023, elle a été prise en compte. La seule information qu'on peut donner, c'est que ça ne représente pas la majorité des formations, voire même une part extrêmement faible des formations de notre panel. Et c'est pour ça qu'on ne les a pas identifiées telles quelles dans les données. Ok.
Très clair. Je vois qu'il y a Charline aussi qui nous demande quelles sont les pistes d'explication sur le fait que le taux de satisfaction soit plus élevé sur les formations soft skills dans ce que tu as présenté. Alors, je te laisse répondre, mais j'ai ma petite idée. Ouais, ça, c'est une super question. Et c'est vrai que nous, on a regardé un petit peu les résultats, plus précisément, et ce qu'en pensaient les gens. Et sur les personnes qui ont suivi des formations soft skills, on retrouve des commentaires sur cette formation a changé ma vie. Cette formation a eu un impact important. Parce qu'en fait, on se rend compte sur certaines formations que, par exemple, quelqu'un qui suit une formation de prise de parole en public, c'est quelque chose qui pouvait peut-être énormément l'angoisser et générer beaucoup de stress. En fait, le fait de solutionner ou en tout cas de proposer des solutions à ce problème, pour la personne, dans son ressenti à elle-même, se dit bah, je m'ôte un poids, ou en tout cas ce poids est moins important qu'auparavant. Donc c'est vraiment, alors que sur une formation hard skill, on va se dire bon, bah, c'était intéressant, j'ai appris des choses, je vais pouvoir l'utiliser dans mon travail. Sur les formations soft skills, on retrouve des choses qui touchent vraiment personnellement les gens. Et je pense que c'est ce qui fait que bah, on atteint ces niveaux de satisfaction. Bon, bah, c'était ma petite idée, tu l'as très bien décrit. Moi, la première fois que j'ai suivi une formation, c'était sur la confiance en soi, il y a très longtemps chez Elegia. Et ouais, en 3 jours de formation, je pensais pas que c'était possible, mais ça a changé ma vie. Je pense que souvent, le gap entre avant et après la formation est beaucoup plus important que sur une formation technique. Et en plus, ça a de l'impact sur notre vie perso, sur le relation, enfin, sur tellement de choses qui sont liées aux émotions, à nos possibilités de progression, à notre capacité à apprendre, à collaborer ou autre, que ça me surprend pas, évidemment à condition que la formation soit pas trop théorique. Parce qu'une formation trop théorique sur les soft skills, ce serait l'effet inverse, ce serait encore plus déceptif que sur une formation technique où on s'attend à un peu de théorie. Il y a Carole qui demande, et vu que je vois qu'il y a beaucoup d'échanges dans le chat sur les process de validation ou autre, je vais prendre cette question. Elle dit que tout à l'heure, tu sortais le chiffre, Florent, 65% des demandes de formation ont abouti. Elle demande si ça, c'est déjà filtré en amont par le management ou si ce sont directement des demandes de la part des salariés. Non, c'est l'ensemble des demandes brutes qu'on peut être remontées par des salariés, mais aussi par des managers pour leurs salariés. Et dans ce chiffre, il n'y a aucun filtre. Donc c'est vraiment toutes les demandes remontées. D'accord, d'accord. Et les autres, on y a répondu, je pense. Je regarde si on prend une dernière question. J'ai l'impression. Ah, il y en a qui demandent comment les besoins remontent dans les entreprises qui n'ont pas de LMS. Et bah, c'est la jungle dans Excel. En résumé, hein. Je pense qu'il n'y a pas, sauf dans les toutes petites entreprises où peut-être on peut gérer ça, et encore, même Excel serait utile, mais ça atteint vite, dès qu'on dépasse 50 personnes, Excel, ça devient un cauchemar pour gérer la formation, je trouve. Il y a peut-être une question intéressante sur comment mesurer l'efficacité d'une formation à moyen terme, parce que j'en ai parlé en Oui, considérant que le taux de satisfaction, c'était les évaluations à chaud. Nous, on considère que pour évaluer une formation à moyen terme, il faut qu'il y ait une évaluation à froid. Donc les questions vont être différentes, les questions vont porter sur l'impact de la formation sur mon métier. J'ai suivi une formation il y a 3 mois. Est-ce que cette formation, elle a un impact aujourd'hui sur mon métier? Et ce qui est intéressant, c'est que cette évaluation à froid, elle soit aussi faite par le manager. Est-ce qu'en tant que manager, mon collaborateur a été formé? Est-ce que je vois une différence dans l'impact sur l'équipe, sur le travail réalisé? Et c'est le meilleur moyen de le mesurer. Là, à défaut, on a utilisé l'évaluation à chaud, qui n'est pas le meilleur moyen d'évaluer l'efficacité d'une formation. Ça permet d'évaluer la qualité de la formation, mais non son efficacité. Et l'efficacité, elle va se mesurer sur des évaluations à froid plusieurs mois après la formation. ouais, point très important. Bon, ben, on arrive au terme de ce webinaire. Déjà, un grand merci, Florent, de nous avoir ouvert le capot des plans de formation des entreprises avec lesquelles vous travaillez pour avoir de la vraie data concrète. C'est rare, hein, les enquêtes, c'est jamais aussi quali. Donc là, on a de la vraie donnée. Donc, merci beaucoup pour ça. Vous avez nos coordonnées si vous avez des questions au-delà de ce webinaire. Pour celles et ceux qui suivent d'autres webinaires dans le cadre du printemps, on se retrouve à 15h. Sur des sujets similaires mais très complémentaires à ce qu'on a abordé, où là on va regarder le baromètre Redflex et d'autres éléments autour des stratégies et pratiques de formation. Sujet suffisamment vaste pour qu'on ait besoin de 2 webinaires. Et puis les prochains jours, dont demain sur la thématique des soft skills, mercredi sur l'impact des nouvelles technologies sur la formation, jeudi sur l'engagement en formation et vendredi sur la réglementation, le financement et les budgets de formation. Un petit mot pour la fin, Florent? Écoutez, Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ce premier webinaire du Printemps de la formation et merci à vous tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne semaine. Vous allez sûrement revoir Pierre dans la semaine, donc profitez-en bien.
Allez, bonne journée tout le monde. Merci, au revoir.